Bonsoir à tous. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir pour cette dernière soirée Bruno Latour autour d'une exposition qui est présentée en ce moment même au musée jusqu'au 17 septembre et qui s'appelle Animer le paysage sur la piste des vivants. Alors cette exposition doit beaucoup à un programme qui s'appelle SPI, un programme de recherche en art et politique créé par Bruno Latour en 2010 à Sciences Po et qui est aujourd'hui dirigé par Frédéric Aït-Toiti, que je remercie aussi. C'est une exposition qui est née d'une rencontre avec des idées et avec des personnes, des artistes et des chercheurs qui travaillent tous dans la même direction, je dirais, pour proposer en fait des redescriptions théoriques et sensibles de nos relations à la nature. Et c'est ce que c'est donné cette exposition comme but et comme défi, c'est d'explorer d'autres formes de représentation de ce qui est être dans la nature, de notre position dans la nature. Et elle propose aux spectateurs un basculement, en tout cas un déplacement, depuis une position classique pour nous et presque non réfléchie, d'être devant et de contempler la nature. Et les œuvres réalisées par les artistes et les chercheurs qui contribuent à cette exposition invitent à rentrer dedans, entrer dans la nature pour changer de perspective. Et c'est à partir de cette perspective du dedans qu'on peut comprendre en fait de quoi se compose la nature et se sentir à nouveau attaché et appartenir à un territoire. Voilà, alors je vais laisser la parole à Bruno Latour qui va faire des liens entre cette exposition et les idées qu'il développe. Merci beaucoup. Merci Anne, merci à la revue Billboard. Anne m'a demandé de présenter un peu le cadre de réflexions qui sont parfois très nombreuses, avec beaucoup de protagonistes, et qui en même temps concentrent l'attention peut-être sur l'exposition que vous allez voir ou que vous avez vue et pour laquelle nous allons voir. En fait. Après, bien sûr, après. Donc le cadre général, malheureusement, est assez triste. C'est une situation géopolitique nouvelle que j'essaierai de préciser dans la deuxième partie de cette court exposé. C'est une caricature du Spiegel, la fin du monde, qui est due au fond à cette dramatisation extraordinaire de la question géopolitique due à l'abandon de la conférence du traité de Paris par Trump. Évidemment, beaucoup de gens se plaignent avec raison de cette décision, mais ça a l'avantage de préciser un peu le cadre géopolitique, c'est-à-dire ce que ni les partis verts depuis 50 ans, ni le pape avec son encyclique, ni les militants et activistes nombreux ne sont jamais arrivés à faire, c'est-à-dire à politiser vraiment la question du climat et la question de la nature. Trump vient d'arriver, parce que maintenant, clairement, il y a une réflexion générale sur la situation politique et plus simplement les questions d'écologie ou de nature, mais qui sont vraiment des questions de territoire et d'envahissement de territoire, questions de guerre et de paix, la tradition de la géopolitique. Mais cette exposition est aussi à l'intérieur d'un cadre moins tragique et moins dramatique, qui est un tournant général qu'on retrouve dans la philosophie, dans l'anthropologie, dans les arts de mille façons, qui est une espèce de recompréhension de la matérialité. Au fond, on croyait qu'on était matérialiste dans les années 60 parce qu'on s'intéressait à l'infrastructure économique. Et puis tout le monde s'aperçoit peu à peu que cette matière-là, ce matérialisme-là était un peu simplifié. Et qu'au fond, il y a une espèce de retour à des formes de matérialité qui ne sont pas, disons, naturalistes, pour reprendre l'expression d'Escola, ou positivistes, mais qui sont des matérialités dont chacune, on sait qu'elle était là, mais on s'aperçoit qu'on ne savait pas très bien comment la traiter. Le texte de David Abraham, je vais pris juste quelques exemples qui sont sur mon bureau en ce moment,
Comment la Terre s'est tue, l'extraordinaire livre de Anna Tsing, qui va être traduit, qui va être publié dans quelques semaines, Le champignon de la fin du monde, sous les possibilités de vie dans les ruines du capitalisme. L'extraordinaire livre de Cohn, qui a eu pas mal de succès, d'Eduardo Cohn, Comment pensent les forêts. C'est des sujets que l'anthropologie ou la sociologie n'auraient jamais traités auparavant. De même, cet étonnant livre de Emanuele Coxas, un philosophe, sur la philosophie des plantes, c'est un sujet qui n'aurait pas été considéré comme un sujet digne d'attention. Il y a quelques années, le livre de Després, que vous connaissez bien, parce que je crois qu'elle a fait une conférence ici même, et le livre de Baptiste Morisot, qui participe à l'exposition, livre qui a eu beaucoup de succès, qui a eu d'ailleurs un prix de la Fondation Sommet, sur la diplomatie nécessaire pour la cohabitation avec les loups. Et j'ai ajouté le livre parce qu'il est en contradiction avec les autres, mais il est important, de mon ami Clive Hamilton, ce qui porte sur une recompréhension de la notion d'anthropocentrisme, en quelque sorte, à l'époque de l'Anthropocène. Tous ces livres sont très intéressants parce qu'ils n'ont pas du tout de la même école, ils n'ont pas de sens, ils ont parfois des références communes, généralement le point commun c'est John Haraway, Isabelle Stengers, mais ils sont tous tournés vers recomprendre la matérialité. Et des matérialités comme les champignons, le sol, les arbres, les plantes, les loups, le chien avec Haraway, qui ne seraient jamais rentrés dans une définition du matérialisme au sens des années 50, disons. C'est ça qui, je trouve, très intéressant et qui participe évidemment à ce grand mouvement de retour à la Terre, si j'ose dire. Ce qui m'intéresse dans l'argument que je voudrais faire avec vous, c'est la différence de nos affects entre deux attitudes dont Anne vient de parler, l'une qui est de contempler un paysage, et l'autre qui est de défendre un territoire. La notion de territoire est une notion délicate parce qu'elle est associée avec, là j'ai un peu poussé poussé avec une défense de territoire au sens vraiment littéral et militaire, mais on sent bien que c'est pas pareil. C'est-à-dire que regarder contempler un paysage, d'ailleurs l'image vient de l'exposition elle-même, développe une certaine type d'attitude. Le goût du sublime est associé à cette idée, tandis que défendre un territoire, c'est pas du tout les mêmes affects, c'est pas la même mobilisation, c'est pas la même énergie, et surtout c'est pas la même position du sol. L'un est en face et l'autre est en dessous. C'est le sens de mon titre. Et évidemment, si vous associez ça à la question de la nature, on voit bien que c'est pas du tout les mêmes affects. Si on vous dit il faut défendre ou protéger la nature, ouais, bon, pas formidablement mobilisateur, mais si on dit qu'il faut défendre votre territoire, on sent qu'il faut quelque chose, qu'il faut se mettre en route, qu'il faut regarder des frontières ou qu'il faut faire quelque chose. Donc la grande tragédie, disons, de toute la question dite écologique, c'est qu'elle est associée à la première, c'est-à-dire qu'il faut protéger la nature, mais ça c'est un peu extérieur, et la partie défense de territoire, c'est plutôt considéré comme des questions économiques et sociales, et le point n'est pas fait, finalement. Or évidemment, il n'y a pas si grande différence que ça, on s'en aperçoit aujourd'hui dans la nouvelle situation géopolitique entre une nature et un territoire. C'est deux fois la même chose, sauf que non, c'est pas deux fois la même chose. Psychologiquement, artistiquement, scientifiquement, politiquement, juridiquement, c'est pas du tout la même chose. Et c'est ce contraste qui est évidemment un troisième, on a besoin d'un troisième contraste, qui est, disons, une série d'affects qui sont distincts, celui de défendre ou protéger une nature qui se trouverait éloignée ou en face, celui de défendre ou protéger soit son propre territoire, soit un territoire dans lequel on a été mobilisé, disons, parce que beaucoup de gens défendent des territoires qui ne sont pas les leurs au sens de l'ancienne idée de souche ou d'appartenance. Et puis cette nouvelle situation, qui est celle qu'au fond tous les artistes dont on va parler et tous les sujets auxquels Anne faisait allusion, qui est en fait ce nouvel horizon, qui est de réhabiter un sol, qui n'est pas tout à fait la même chose que défendre un territoire, mais il y a quand même un peu de ça aussi, et c'est pas non plus un paysage. Donc ce sont des affects très distincts, et tout ce grand mouvement d'anthropologie, de philosophie, d'art et de science, de retourner vers une attention, disons, à la matière, qui n'est pas le matérialisme ancien, participe de ce troisième affect, avec évidemment plein de contradictions, de disputes, etc. Et c'est ce cadre-là, je crois, dans lequel nous sommes. Donc la première partie, c'est plutôt classiquement de revenir sur les trois grandes désorientations dans lesquelles nous sommes placés, qui expliquent cette espèce d'hésitation continuelle. Est-ce qu'on protège la nature, on défend un territoire, on réhabite un sol?
Et ces trois désorientations, c'est pédagogique, peut-être trop simplifié, mais en gros, c'est quand même dans quel espace on est, à quel moment de l'histoire on se trouve, et qu'est-ce qu'on fait. Quel est disons, le sujet de l'agent de l'histoire qui maintenant nous intéresse. Et ces trois désorientations, je vais les passer très brièvement. La désorientation spatiale est la plus évidente, c'est celle que nous subissons à chaque fois qu'on ouvre un journal ou qu'on regarde la télévision, et que Philippe Scarsoni, ce BDiste tout à fait remarquable, a magnifiquement montré dans Saison brune, et il a représenté exactement la situation. On est simultanément devant des écrans qui nous racontent toute une série de transformations, que ce soit la chaleur que nous venons de subir ou le froid que nous allons subir, etc. Et en même temps, on a les pieds dans l'eau, parce que ces choses ne sont plus un spectacle que nous regardons de l'extérieur, mais quelque chose qui nous impacte plus ou moins directement. On est attentif, et c'est assez beau d'ailleurs, on est attentif aux écrans et peu attentif à l'eau qui leur vient sous les pieds. Situation qui devient finalement notre nouvelle situation d'apprendre sur des événements qu'on appelait écologiques, mais on voit qu'ils ne sont plus écologiques parce qu'ils sont aussi sous nous. C'est sous nos pieds que se transforment ces choses, ce qui a une conséquence importante sur l'ancienne idée du sublime qui supposait une distance avec la chose qu'on regarde, et maintenant on est dedans à l'intérieur. Dans Saison brune, vous avez des pages magnifiques où on voit le dessinateur et son épouse qui essaient de comprendre où est-ce qu'on est, quoi, dans quel espace on se trouve maintenant, alors qu'on nous raconte toutes ces choses. Alors elle ouvre, est-ce qu'on est sur cette planète? Ben non, c'est pas sur cette planète, parce que l'image est vraiment très lointaine, et vue de l'extérieur, on est plutôt dedans, et on est tous un peu comme ce dessinateur et son épouse à essayer de comprendre dans quel espace on se trouve. Et cet espace, évidemment, la raison pour laquelle on est un peu désorienté, c'est qu'il n'a plus finalement de lien très précis avec la notion de nature. Même si nous sommes ici dans le musée de la chasse et de la nature, une nature très étrange, parce que ce sont des animaux naturalisés qui nous reçoivent et qui nous agressent d'ailleurs à l'entrée de cette salle d'exposition, avec ce joli rappelet. On voit bien que nature, c'est un terme qui n'est plus terriblement utile. Et cette nature d'autrefois s'est tellement transformée que la connaissance, même par les scientifiques, de cet espace-là, que ce soit par des chasseurs, des artistes, des artisans, des agriculteurs ou des scientifiques, tout le monde se trouve un peu perdu, puisque, au fond, cette nature est devenue une nouvelle géographie, que certains scientifiques appellent anthropocène, il y a un terme disputé mais commode pour situer dans l'espace. Et vous voyez, c'est un espace, ça c'est un poster pédagogique des gens qui travaillent sur la théorie de l'anthropocène, mais au fond c'est le monde dans lequel on est, c'est beaucoup plus précisément ce dans quoi on est que celui-ci. Bien que ce soit la synthèse écologique une des belles synthèses écologiques des années 80. Maintenant, il faudrait prendre en compte les usines, la transformation des océans, l'épaisseur du sol, des sols et des sédiments, la production de sols artificiels, la destruction des sols naturels, la production de fossiles et de fossiles artificiels, et évidemment les questions d'atmosphère, d'urbanisme, et toutes les anciennes questions sociales d'injustice dans la répartition des richesses et dans l'exercice du pouvoir. Donc on a maintenant parler de nature, c'est plutôt parler de quelque chose comme ça, qui est évidemment assez éloigné de ce qu'on regardait quand on nous demandait de contempler la nature ou de sauver ou de protéger la nature. Donc cette espèce d'insertion des humains dans la situation, qui est la clé de la notion discutée d'anthropocène, transforme très profondément les choses pour lesquelles nous avons à nous préoccuper. Alors le problème, c'est que si on avait des orientations dans l'espace, encore on arriverait à s'y retrouver, mais en plus on est désorienté dans le temps. Et c'est très difficile maintenant de décider où on est, dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire à quelle époque. Est-ce que l'époque, alors anthropocène c'est aussi une définition temporelle, une période géologique, mais je crois que c'est surtout une définition de l'espace dans lequel on vit, si on peut distinguer l'espace et le temps, c'est une autre question philosophique. Et là, de nouveau, des scientifiques ont un terme qui est bien intéressant, qui est le terme de la grande accélération. Au fond, qu'est-ce qu'ils essaient de capter par ce terme? C'est l'évidence, qui est d'ailleurs liée à la notion d'anthropocène, que depuis le début de leur activité, si vous prenez les humains
au début tout à fait à gauche, en jaune de ce petit schéma, se sont mêlés et se sont intégrés, ont transformé les choses du monde, de la nature, d'une façon telle qu'à chaque fois ils se sont transformés eux-mêmes. C'est des arguments classiques de l'histoire des techniques depuis le roi Gourand jusqu'aux travaux actuels sur la technoscience, et en même temps à une échelle chaque fois démultipliée. Donc on a cet extraordinaire mouvement qui va depuis les outils les plus simples de nos ancêtres, même préhumains, jusqu'à des énormes organisations et à la transformation en ce qu'on appelle maintenant l'anthropocène. La grande accélération, c'est une espèce d'effort, pas toujours d'une grande rigueur, parce qu'il s'agit de choses, de chiffres qui sont produits parfois un peu à la loupe, mais qui essaient de cadrer l'ampleur de la transformation dans laquelle nous devons nous situer. Donc la période historique à laquelle on doit plus ou moins essayer de se relier. Donc vous avez à droite, vous avez simplement une amplification pour que vous compreniez bien que les petits parallélogrammes qui se trouvent à gauche représentent, disons, la trace, le footprint des humains sur la Terre en 1900, en 1950 et en haut en 2011, et le papier de Stephen a été republié l'année dernière avec encore une augmentation. Donc c'est juste une idée. En plus, on imagine bien que c'est une simplification outrageuse, parce que il y a des tas de peuples qui n'ont pas du tout modifié leur footprint pendant tout ce temps-là, mais ils ont accumulé, assemblé ensemble, les humains, qui seront bientôt 9 milliards, ont cette transformation. Ce qui est important, c'est que ça va être de coder les générations. Il y a ici des gens à cheveux blancs et des jeunes. Ça colle, c'est là où historiquement, pour la période historique c'est très important, nous sommes divisés par les générations. Parce que moi, quand je suis né, la trace des humains, c'était ça. Et maintenant, les générations d'après, de mes petits-enfants, etc. Donc il y a forcément un problème de génération qui va jouer sur toutes les définitions de la politique et toutes les définitions, disons, de l'éternelle question des responsabilités des générations. Nous avons une bonne vie. Mais bon, la transformation, comme vous voyez, est assez impressionnante. Donc cette modification de l'échelle, cette amplification formidable de l'échelle, disons, de ce qu'on pourrait appeler le gouvernement des hommes et le gouvernement des choses, elles-mêmes toutes mêlées, se marque dans les travaux qui travaillent sur cette question cette question de grande accélération, à la fois si on prend les chiffres, disons, socio-économiques, que ce soit l'usage de l'eau, la production de papier, le tourisme, vous avez toujours ces courbes à peine modifiées par la prise de conscience plus récente de la crise écologique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez des éléments qui sont, eux, dits naturels, c'est-à-dire le CO2, la quantité d'ozone dans l'atmosphère, la température de surface, etc., vous avez les mêmes courbes. Et donc, ce qu'ils appellent grande accélération, c'est cette espèce de sentiment simultané d'une occupation de l'ensemble des ressources de la planète par les humains qui code une histoire. Le problème, c'est que nous ne savons pas justement comment la représenter, cette histoire, parce que nous avons deux récits. Je remets le même schéma en fond, et deux histoires, l'une verte et l'autre jaune, totalement différentes. Deux versions complètement différentes de ce qu'on appelle la flèche du temps. L'une qui est de dire, en jaune, c'est l'histoire normale de la transformation progressive de petits singes de savane africaine dans des grandes organisations modernes et postmodernes. Donc ça s'appelle le progrès. C'est aussi évidemment un élément rationnel, et c'est aussi, chose importante qu'on ne peut pas oublier, l'émancipation des conditions misérables, à la fois de la nature conçue comme wilderness et de la campagne. Donc c'est de ça dont nous sommes sortis, heureusement, si on suit la courbe en jaune. Mais le problème, c'est que c'est aussi une autre histoire. C'est exactement le contraire, sur les mêmes données, exactement sur les mêmes données. Tout le monde, personne ne conteste cette extraordinaire amplification du lien entre les humains et les non-humains. Dans lequel, au contraire, on a un accroissement continuel des complications et des compositions et des attachements, pour reprendre un terme qu'a utilisé Anne, à des échelles toujours démultipliées. C'est-à-dire à l'échelle de l'atome pour ce qui est de la physique, à l'échelle du gène pour ce qui est de la biotechnique. Et donc, cet extraordinaire contraste
entre une histoire où il faut dire nous nous sommes enfin émancipés des conditions anciennes, et l'autre où nous nous sommes enfin pliés à l'intérieur des conditions et des attachements de plus en plus complexes et de plus en plus fins. Et cette désorientation, qu'on pourrait dire extrême, puisque c'est quand même rare dans l'histoire d'avoir deux oppositions aussi contraires sur les mêmes faits, qui est typique évidemment de l'histoire moderne, ne peut pas simplifier nos positions, ni sur les valeurs émancipation, rationnelles, ou des valeurs d'attachement, de complication, de soins. C'est des données qui sont complètement incompatibles. Mais en même temps associées à la désorientation dans l'espace. On est dans un nouvel espace et dans une époque qu'on ne sait pas préciser. Parce que si vous êtes en jaune, vous allez dire bah, on est dans l'époque moderne et on va s'en tirer. On va continuer. Si vous êtes en vert, on va continuer, oui, mais à être de plus en plus intimement impliqué dans les transformations et les complications de l'histoire socio-technique. Donc c'est quand même pas du tout la même aventure. Et en plus, on ne peut pas simplifier la situation, on est désorienté dans le rôle à jouer, dans le type d'agent, agency, disent les Anglais, le type d'acteur qu'on nous demande d'être. Dans toute cette affaire, on nous adresse une injonction, par l'Anthropocène, par la notion de crise écologique, par la notion de mutation et de grande accélération, de jouer un rôle. Et donc de désigner des responsables. C'est une manifestation bien célèbre il y a 2 ans à New York. We know who is responsible. Nous savons qui est responsable. En fait, c'est un vœu pieux, parce que savoir qui est responsable, c'est précisément une des questions qui est délicate et difficile à résoudre. Donc on a cette énorme bizarrerie de ne savoir pas dans quel espace on est, pas dans quel temps, et surtout de nous dire, oui mais vous êtes responsable, mais c'est tous les humains, et en même temps c'est vous personnellement et ces personnes, et on ne sait pas qui est responsable. Donc c'est simultanément cette grande transformation, et avec cette étonnante situation qu'on doit maintenant faire de la politique. Là vous avez l'image célèbre de la fin de la grande conférence de Paris en 2015, le 12 décembre, dans lequel on a célébré, comme vous savez, cette grande victoire. C'était vrai, c'était une grande victoire. Mais elle signale aussi une situation d'étrangeté pour la définition de la politique, puisque c'est une politique sous l'autorité, une autorité assez étrange, d'une question climatique. Des 198 nations s'assemblent sous l'autorité, non pas légale, mais l'autorité ressentie par l'intermédiaire des sciences et des activistes, d'un être dont on ne connaît pas le nom, mais probablement s'appelle climat. Et donc c'est quand même une chose tout à fait déroutante pour la définition de la politique, sachant que c'est une définition de la politique dans un nouvel espace et dans un temps avec une contradiction sur la flèche du temps. Et au milieu de tout ça, on a M. Trump. Et cette désorientation est à la fois accrue et à mon avis aussi simplifiée. Vous avez cette scène étonnante où il est en train de signer avec beaucoup de plaisir et avec les applaudissements des mineurs qui l'entourent, la décision de ne plus appliquer les règles d'Obama sur disons, le management et les régulations sur l'utilisation du charbon. Et le journaliste qui montre cette image, d'ailleurs, a interviewé des mineurs qui savent parfaitement qu'il n'y aura pas un job de plus dans le charbon. C'est intéressant parce que ça fait partie de l'argument que je voudrais faire autour de M. Trump, qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas, c'est pas dans la réalité. C'est-à-dire que ni M. Trump, qui se fiche complètement du charbon, ni les mineurs ne sont dans une appréciation de la situation réelle du charbon aux États-Unis, comme vous le savez, pour des milliers de raisons qui n'ont rien à voir avec l'écologie, est en train de disparaître, des centaines de compagnies se retirant du charbon, tout simplement à cause de la facilité avec laquelle on trouve du gaz. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça accroît énormément la situation de désorientation, parce que c'est une situation de déni. Donc, si vous suivez mon argument, on a cette triple désorientation, et en plus, on est désorienté à nouveau par ceux qui disent, mais il n'y a aucune désorientation, on est toujours sur l'ancien sol, dans l'ancienne époque moderne, et avec l'obligation de nous occuper des humains, et pas de tous les autres bazars que M. Hulot et les autres, dont M. Hulot et les autres nous parlent. Donc Trump est simultanément le symptôme et la croissance. Et je m'intéresse beaucoup au dos de M. Trump. Il a l'air de s'envoler, ça ressemble à une piste
une piste d'envol d'avion. Et le dos de M. Trump, je pense, est un magnifique indicateur de là où il faut aller. J'ai expliqué ce point tout à l'heure. Donc il ne faut pas aller du côté de M. Trump, il faut aller, en quelque sorte, utiliser son dos comme une direction qui est d'un grand intérêt. Donc le problème, c'est qu'on est en situation de sentiment d'impuissance, puisque non seulement on est désorienté, mais on est désorienté par ceux qu'on appelle techniquement les climato-sceptiques, mais qui maintenant sont, appelons-les, le gouvernement des États-Unis d'Amérique, et qui disent mais non, il n'y a pas de désorientation. Donc c'est une espèce de réflexivité, un redoublement de la situation de quasi-panique, disons, dans laquelle on pourrait se trouver. Et donc, une façon de se repérer dans cette situation, c'est de dire qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous continuons la mondialisation qui correspond à cette flèche, disons, de la grande flèche de la doctrine, disons, du progrès indéfini, de l'infinitisation de l'activité des humains, ou, comme beaucoup de nos contemporains, comme on l'a vécu dans des élections récentes, à la fois en Angleterre avec le Brexit et évidemment aux États-Unis, de se dire non, puisque les écologistes, ils ont peut-être raison, nous disent que cette affaire de mondialisation, elle n'a plus les conditions matérielles de son existence, revenons à la situation, replions-nous, disons, sur l'État-nation, revenons derrière les frontières, construisons des murs, retrouvons, disons, une unité ethnique, comme les Polonais le demandent, pas tous les Polonais, mais un certain gouvernement polonais, pas le gouvernement polonais, mais aussi en Finlande, mais aussi en Italie, etc. etc. Donc c'est la deuxième solution. Et puis il y a la troisième solution, qui est celle que nous explorons dans cette exposition, dans d'innombrables travaux que j'ai cités au début, qui est de dire il y a probablement une erreur dans cette affaire, dans cette opposition entre l'identité, disons, de l'État-nation et la notion de globalisation. Pourtant, toute la dernière campagne s'est faite sur cette opposition. L'opposition entre les mondialistes et les nationalistes, les souverainistes se trouvent sur cette affaire. Alors qu'en fait, il y a un troisième territoire, ce que j'appelle un troisième attracteur de l'activité politique, qui consiste à se rematérialiser, reterritorialiser, pour prendre une expression classique, sur le territoire. Mais un territoire qui n'est pas celui de l'État-nation, qui n'est pas celui de l'identité. C'est précisément l'intérêt de tous ces travaux dont j'ai parlé avant et de l'exposition dont je fais rapidement la suite. Il faut que j'arrête ? Pas du tout, mais c'est le téléphone qui marche pas. Je vais le mettre en avion. Oui, voilà. J'interfère avec ma propre... C'est pas moi. Je l'ai supprimé. Je ne suis pas responsable. Ma responsabilité n'est pas engagée sur cette affaire. Et évidemment, le gros avantage de ce petit schéma, c'est que maintenant, nous avons le dos de monsieur. Donc on a une quatrième position, qui est la position maintenant du gouvernement des États-Unis officiel, enfin au moins pour quelques mois ou quelques années, et qui est de dire l'État-nation oui, la mondialisation oui, on va faire les deux en même temps. On va défendre l'Amérique d'autrefois et on va faire développer le capitalisme financier le plus extrême. Évidemment, c'est complètement impossible si on accepte quoi que ce soit de ce que nous savons sur la situation écologique. Et donc, c'est pour ça que le dos de M. Trump m'intéresse, parce qu'il va dans une quatrième position, mais si vous suivez le dos de M. Trump, vous arrivez pile dans la bonne direction. Donc, le Trumpisme, c'est le premier gouvernement écologique de l'histoire qui nous dit, sauf que c'est évidemment dans le mauvais sens, mais au moins il sait, avec une grande précision, puisque les arrêts actuels de toutes les décisions concernant les sciences sont en fait pas si graves que ça pour la plupart des sciences, sauf celle du climat. Donc il y a vraiment de dire, cette question climatique, elle est centrale pour la définition du politique, ce que beaucoup de mes amis et moi nous disons depuis des années, mais nous allons la dénier, parce que c'est le seul moyen d'arriver à construire l'idée impossible que nous allons simultanément continuer à développer les États-Unis comme autrefois, et en même temps dans le futur. C'est complètement improbable, c'est comme une invention absolument impossible politiquement, sauf si vous déniez la situation climatique. Et malheureusement, j'avais prévu la sortie de M. Trump de l'accord de Paris,
mais elle est complètement logique. C'est le seul moyen de faire tenir cette espèce d'idée complètement bizarre. On va revenir aux États-Unis d'autrefois et qu'en même temps on va développer. Vous allez me dire que tout ça c'est un peu vaste, mais c'est aussi parce que ça permet de redéfinir le territoire. Et donc la rematérialisation dont je parlais au début, la repolitisation que par l'ensemble des questions écologiques et cette espèce de géopolitique nouvelle que nous impose Trump permet de redéfinir ce que c'est qu'un territoire autrement que dans la vision classique d'un partage, disons, des puissances entre elles. Je voudrais prendre juste un petit exemple, parce qu'il me paraît assez intéressant, précisément sur une question d'erreur sur la définition du territoire, qui est la décision des gens du Brexit, qui, comme vous le savez, qui ont voté Brexit aux États-Unis, sont souvent ceux qui profitaient le plus des financements européens. Donc, en pratique, on peut dire que l'Europe faisait partie de leur territoire, si on définit territoire, ce que je voudrais vous proposer comme ce qui vous permet de subsister. Donc les conditions de subsistance sont permises par l'Europe, mais la compréhension que les gens du Brexit, enfin qui ont voté le Brexit, avaient, c'était que l'Europe était précisément très loin. Et que la question de la frontière, le pôle 1 dans le schéma que j'ai dit avant, c'était de défendre leur territoire. Donc là, on a le parfait contraste entre défendre son territoire au sens de l'identité et défendre son territoire au sens de la subsistance, ce qui vous permet de subsister. Et donc l'erreur commune, évidemment commune à la fois à la compréhension générale publique de l'Europe et celle des Brexiteurs, pour des tas de raisons politiques qui ne nous intéressent pas là, c'est évidemment que, mais non, la définition du territoire, du sol sur lequel repose la richesse relative des Anglais est en partie due, on s'en aperçoit maintenant avec la difficulté du Brexit, en partie due au fait que l'Europe est bien présente à l'intérieur même du cadre qui a été défini par la nation. Donc on voit bien que ces questions de à quel cadre et de quel cadre on dépend, qu'est-ce que c'est que les limites de notre territoire, sont cruciales, et que c'est précisément cette opération de passer du nous dépendons de choses qui sont lointaines à nous sommes sur un territoire dont nous dépendons, ne donne pas du tout les mêmes affects. On revient sur la question des affects dont je parlais tout à l'heure. Juste un point d'histoire qui est très intéressant et que développent plusieurs de mes collègues, la notion d'hectare fantôme, qui sont cette très intéressante étude dans laquelle on essaye de voir où se trouve le territoire des États, en vrai. En bleu, vous voyez ceux qui saisissent des hectares fantômes dans d'autres pays, et je ne sais pas quelle est la couleur exacte, en brun, ceux qui vendent en quelque sorte leurs hectares à d'autres pays. Donc là, vous avez l'Angleterre telle qu'elle est géographiquement définie, et l'Angleterre beaucoup plus vaste. Et l'Angleterre, et c'est des territoires, des hectares fantômes sur lesquels elle se développe. Et nous savons par l'histoire que l'Angleterre est le premier pays qui a inventé la mondialisation par cette extraordinaire création d'hectares fantômes qui lui permettait d'avoir en fait sa nourriture complètement en dehors des îles britanniques. Donc c'est tout à fait passionnant pour les historiens, puisque c'est le premier État qui a inventé la mondialisation, qui a, au moment du Brexit, décidé le premier de se retirer de cette affaire de mondialisation en inventant une mondialisation virtuelle comme M. Trump, qui serait la grande souveraineté, l'empire britannique des années du siècle dernier. Donc la notion de docteur fantôme, au fond, elle est générale. Nous habitons et nous profitons d'hectares fantômes que nous ne savons pas définir. Et si maintenant on définit le territoire vraiment avec ces hectares fantômes, on a une nouvelle définition du territoire, ce dont nous dépendons pour subsister. Et ça peut être votre caisse de retraite aussi bien que le téléphone qui fait des interférences, il fait partie de notre territoire, il définit est-ce qu'on peut subsister sans ça? Probablement pas. Ce à quoi nous tenons, donc c'est la question des attachements, ce qu'on peut visualiser, et là on voit bien dans le cas du Brexit, c'est précisément l'incapacité de visualiser le territoire qui fait que l'Europe est étrangère à la définition même du sol sur lequel repose l'argent dont dépendent les Anglais, et évidemment, de façon assez classique, ce pourquoi on est prêt à se battre, qui permet de définir, disons, les amis et les ennemis en politique, au sens usuel du terme. Donc ça, c'est la définition, disons, générale du cadre dans lequel la question du territoire se repose. Vous voyez, ce n'est pas du tout un territoire au sens simplement de cadre juridique à l'intérieur duquel on pourrait, le territoire au sens qu'on achète et qu'on vend, qui est dans la financiarisation générale, mais qui oblige à, je pense que c'est le sens de l'exposition comme du magnifique
numéro de Billboard, qui permettent de recomposer le contenu de la politique par le dessous. Et donc c'est une recomposition, point par point, mais c'est une recomposition par le dessous, c'est-à-dire, ou même, on peut dire, par la surface. Non pas la surface juridique, mais une de ces nombreuses surfaces que tous les anthropologues, scientifiques, artistes qui sont en train de redécouvrir le sol, sont en train d'épaissir. Si vous voulez. Il y a le sol plat, le sol du droit, le sol disons, du cadastre, si vous voulez, et il y a le sol qui s'épaissit de plus en plus. Et puis l'exposition qui est ici, que nous ouvrons en fait ici, c'est une des couches. Ce n'est pas le cadre juridique, c'est une des couches, celle précisément où on va pouvoir opérer ce que les artistes assemblés ici appellent pistage. On est à Belleval, vous avez tous entendu parler de Belleval si vous avez visité l'exposition, sinon vous allez en entendre parler. Donc j'ai pris précisément une image tout à fait classique, que j'ai prise moi-même, donc excusez-moi la qualité artistique, mais par contre elle montre un des endroits qui est très joli, une petite tour isolée, dans lequel j'espère que vous allez la refaire, je crois. Ça c'est pas mal pour une méditation, disons. Vous êtes parfaitement isolé, c'est dans les Ardennes. Le mot Ardennes et le mot isolement sont pratiquement le même. Et donc ce qui intéresse les artistes qui sont ici, ce n'est pas les grandes questions que j'ai posées, sinon en arrière-fond, c'est une captation de l'animation superficielle, mais superficielle maintenant positive, un type de matérialité, dans ces nombreuses couches de matérialité que nous allons avoir à découvrir. Il y en a une qui sont précisément les tracés, les laissés, qui est un terme technique que j'ai appris là-bas, qui permettent de suivre des opérations comme celle-ci, et ça c'est tiré de Baptiste qui est en train de me montrer un petit détail dans la diplomatie subtile que font les animaux, ici renard et bête. Si on a le son maintenant, je vais pouvoir montrer cette... Là c'est du renard. Là c'est plus vieux, mais c'est très probablement du mustelidé. Moi je dirais de la marque, mais c'est pas certain, il faudra demander à David. Parce que c'est plutôt des choses de conifères, les marques dessus. Et le tas de boue? Le tas de boue, il est venu peut-être autrement, ça m'étonnerait qu'il le mette là, mais par contre le renard il choisit tout le temps de mettre sur les tours. Et là, peut-être un hérisson, un troisième. Bon, c'est intéressant parce que c'est Baptiste, et vous voyez que l'espace est très amusant parce que c'est une espèce de pont-levis. C'est un pont-levis où il y a ce qui passionne Baptiste, c'est-à-dire une diplomatie entre des animaux qui simultanément signent l'endroit où ils sont, signalent que si on les embête trop, ça va peut-être pas se passer trop bien, mais en même temps, si c'est des animaux assez différents, on peut superposer les signes et surtout les odeurs, évidemment, que nous ne sommes pas capables de sentir, mais que apparemment nos amis sont capables de repérer avec beaucoup de soin. Et c'est ce que, dans la deuxième partie de l'exposition, Alexandra Arène et Sonia Lévy appellent tracer les vivants. Et donc vous avez cette carte que vous allez voir animée, qui est une magnifique exploration de la surface de nouveau, mais d'une surface qui n'est pas exactement juridique, encore une fois, mais qui est les parcours tracés de l'ensemble des êtres qui cohabitent, humains et non humains, cohabitent sur ce même espace de Belleval, en réutilisant quand même une projection classiquement cartographique, mais en modifiant complètement le type d'être et le type de parcours, en codant à chaque fois le type de parcours avec une légende différente. Vous pourrez voir dans l'exposition, d'ailleurs, voilà la situation de l'exposition qui, en fait, une situation immersive, je ne sais pas si on peut utiliser cette expression, immersive, de forcer le regard, qui a déjà été forcé dans la présentation de la première partie de l'exposition. On a été obligé de se courber en quelque sorte pour lire les légendes. Là, on est de nouveau dans une autre situation, une troisième situation, une quatrième situation, au fond pour faire cette opération d'attention différenciée à un type de matérialité qu'on laisse de côté d'habitude quand on a un paysage. Donc c'est pour ça que l'opposition assez classique avec la première chose de l'exposition que vous avez vu probablement, qui est le grand type de paysage somptueux qu'on est prêt à regarder et où la question du sublime se pose. Là, dans le reste de l'exposition, inutile de dire que la question du sublime ne se pose plus. Et en général, elle ne se pose plus dans la situation anthropocénique, puisqu'on n'est plus extérieur à la situation dans laquelle on se trouve. Donc le sublime, la notion d'effilochement, la notion de sublime est un des thèmes évidemment artistiques
philosophiques et scientifiques qui parcourent l'exposition. Et là, vous avez un des éléments qui pour moi est très important, qui est le travail qu'un autre élève de SPIP a fait de Thierry Boutonnier, une belle participation de deux artistes de la même école à des époques tout à fait différentes, avec une œuvre de Sylvain Gouraud qui représente, je trouve, assez bien la désorientation générale dans laquelle nous nous trouvons sur le territoire, puisque inévitablement, je pense, les plus vieux d'entre nous y collent. Si vous y rajoutez un clocher derrière, je pense que vous aurez vu là. Non? Non? Oui. Ça dépend, peut-être l'Angélus de Vilaine est peut-être plus... Non, bah, c'est le paysan du XXIe siècle. C'est deux paysans, c'est pas des universitaires, c'est deux paysans, habillés maintenant comme ils sont, qui ne sont pas en situation de prière au moment de l'Angélus, qui sont en situation d'interaction surprenante sur un sol lui-même que Sylvain a étudié et Thierry Boutonnier, qui est un sol que, par le travail artistique, il a transformé légèrement grisé, si j'ai bien compris, enfin, donc il a atténué les pixels, et qui sont dans un état non pas d'excitation, non pas de tristesse, non pas d'indifférence, mais de désorientation. Ben, ce n'est pas la prière de l'Angélus, qui était, disons, l'accroche traditionnelle du paysan à sa terre. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? On a les bras croisés, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Je pense que c'est une œuvre très importante pour la compréhension de la situation diplomatique dans laquelle nous nous trouvons et qui exige de se réapproprier le sol. Et c'est une autre œuvre de Alexandra Arène et de Sonia, et qui est évidemment un sol. Alors c'est un sol qui a un statut très particulier parce qu'en même temps, il y a des masses de gens qui le connaissent. Les agriculteurs, en un certain sens, en connaissent certaines des éléments de matérialité, les activistes en connaissent un autre, mais l'ensemble des compétences qu'il nous faudrait pour dessiner ce sol ne fait pas partie du discours public. Donc c'est étonnant, la notion de mondialisation, tout le monde imagine l'espace du globe, la notion d'identité nationale, tout le monde a en gros une idée de ce à quoi ça ressemble. Le troisième attracteur, c'est-à-dire celui sur lequel nous sommes, sur lequel nous atterrissons, et qui revient en quelque sorte à la conscience par le travail des artistes et des scientifiques, nous ne savons pas comment il est. Et on a essayé beaucoup avec Frédéric de situation et Alexandra. J'ai fait une conférence sur ce troisième attracteur à Francfort, et vous me voyez là en train un peu désespéré, parce que ça c'est leur premier attracteur dont j'ai montré tout à l'heure, le deuxième est là, ça c'est le troisième, et on avait décidé avec Alexandra et Frédéric de le mettre de biais, puisqu'on ne le voit pas en face. Le problème, c'est que les auditeurs qui étaient dans votre position n'ont rien vu. Donc j'ai dit, voilà, ça c'est quand même formidable, c'est la situation politique dans laquelle on est. Tout le monde voit ce que c'est que le globe, tout le monde voit ce que c'est que l'international, tout le monde commence à comprendre le danger de la situation de Trump, mais cet état-là, qui est pourtant ce sur quoi nous sommes, ce dans quoi nous sommes, ce dans quoi nous resterons, reste non pas exactement une terre inconnue, parce que c'est celle de l'évidence, mais une terre dont les degrés de matérialité ne sont pas faciles à repérer. Et c'est ça qui nous intéresse dans toutes ces expositions, c'est une espèce d'énorme travail scientifique. Là, il s'agit d'un travail d'Alexandra avec des scientifiques, parce que les scientifiques et les artistes sont liés, et c'est cet énorme travail que nous essayons de suivre. Oui, parce que cet effort de visibilité, c'est en fait, mon inaptitude à faire comprendre l'argument n'est pas importante. Par contre, le fait que c'est un lien entre artistes, scientifiques et politiques, ça c'est point important. C'est précisément l'intérêt de faire ce genre d'exposition dans des lieux comme des cabinets de curiosité comme ici, dans des situations de musées scientifiques, et évidemment de collaborer avec les scientifiques, puisque au fond, toute la situation, disons, de rematérialisation de la Terre, elle passe aussi par les scientifiques. Donc c'est cette situation-là dont je voulais vous parler, et je vous remercie. Et remercie évidemment Anne et la revue Billboard de m'avoir donné cette occasion de présenter le travail de ces artistes et dans quelques minutes de boire avec lui.